Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. Donc, si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, parce qu'ici on poste des histoires mystiques tous les jours à 12h00 sur YouTube. On va rapidement commencer avec la première histoire, surtout liker, ce qu'on fait c'est pour sensibiliser. Première histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à toute la famille DMG. Je viens de raconter l'histoire de ma mère, la grande soeur de ma mère. Elle était difficile de vivre avec elle. En tout cas, elle avait l'habitude d'insulter tout le monde. Oh, on était habitué avec elle comme ça. Maintenant, un jour, elle est partie au travail. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a eu. Bon, elle est revenue, elle ne travaillait plus. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle a eu. Ma mère me disait que elle avait insulté quelqu'un là-bas, voilà pourquoi elle ne travaille plus. Elle est restée à la maison longtemps fauchée, c'était pas bon. C'est comme ça qu'elle a commencé d'aller vendre le manioc cru. Ça a été vraiment, ça a donné, elle était vraiment contente. Mais au marché là-bas, elle était toujours l'histoire des injurés des gens là. Elle ne laissait pas ça. Partout là où elle partait, elle amenait ça. À la maison, partout, même avec son gars, c'était toujours comme ça. C'est comme ça, une fois une dame est venue. Ah maman, dis-moi d'abord le manioc là est comment? Est-ce que c'est propre? Elle dit que vraiment c'est propre. Pour toi préparer, tu dois voir, tu vas revenir. La dame a dit que la fois passée j'ai payé, je suis partie vendre, mais je n'ai rien gagné. Mais gens, j'ai perdu la clientèle, tout le monde venait rendre ça, c'était mal, bizarre, noir. Donc cette fois-ci, je demande avant de payer. La maman m'a dit qu'il faut payer, c'est vraiment bien. C'est comme ça que la dame, elle a payé, elle est partie. Elle est partie préparer, c'était vraiment mal noir. C'est pas ce que tu dis, noir. Elle est revenue. Ah, ma chérie, je t'ai bien dit de me dire si c'est bien, si c'est pas bien. Ma mère a commencé. Toi, tu penses que c'est qui? Toi, tu es qui? Quand on va ici, on vient pour chercher. Toi, tu penses que moi, je vais te dire la vérité. Elle a commencé à injurer la maman là. Des injures. La dame a dit pas de problème. Je suis venue pour te dire. Mais apparemment, au lieu de me demander pardon, toi, tu es là pour m'insulter. Ok, je vais aller prendre des convocations. Elle est partie prendre des convocations. Le lendemain, elle est venue déposer. Ma mère a dit, à quoi j'ai mon argent? Toi, tu penses que tu es qui? J'ai mon argent, donc disons, moi, je vais venir. La dame a dit, pas de problème, je t'attends. En tout cas, c'était lundi. Mercredi à 9h. Faut venir. Je t'attends. Oh, d'accord, je vais venir. Tu penses que quoi? Hein? Tu connais que moi j'ai des connaissances, des colonels, quoi, là, elle a raconté tout ce qu'elle voulait raconter. Maintenant, le soir, elle est rentrée à la maison, elle est en train de lire la convocation en question. Elle voit que depuis qu'elle est dans le monde, il n'y a pas le commissariat comme ça. Ah! Ça, c'est quel commissariat? Elle a essayé d'appeler, elle a tapé par internet, elle a fait des recherches, elle ne trouve pas. Elle n'a pas dormi toute la nuit, elle faisait que penser la dame. C'est comme ça, le matin, elle est venue voir sa petite soeur qui était ma mère. Elle dit que, vraiment, je ne comprends pas. Oh. Je suis toujours dans mes choses là que tu me parlais. Et je ne sais pas qui est venu me donner des convocations. Voilà. Voilà. Comme la grande soeur et la petite soeur, les deux s'appelaient, c'est mon Yaya. Vraiment, Yaya, je ne connais pas. Oh. Vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Oh. La dame est venue me donner des convocations, mais apparemment, je suis en train de chercher le commissariat que je dois me présenter mercredi. Regarde, aujourd'hui, c'est déjà mardi. Mercredi, je dois me présenter là-bas à 9h. Donc, je ne sais pas. Ah, maman a dit vraiment, moi aussi, je n'ai jamais entendu de cette convocation-là. La façon d'écrire même, c'est ça vraiment, même si c'est le médecin. C'était vraiment compliqué. C'est comme ça que ma mère a dit, allons voir le vieux papa. Ils sont partis voir un papa. Le papa l'a dit, moi aussi, je ne connais pas. Oh. C'est comme ça que ma mère a dit, allons voir le chef du quartier. Ils sont partis chez le chef du quartier. Le chef du quartier a vu seulement, le commissariat, là, c'est l'entrée du cimetière. Quand tu rentres au cimetière, tu
quand tu pars au cimetière pour aller enterrer quelqu'un, il y a toujours la maison, non? Il y a toujours la maison, de référence, tout, c'est là-bas. Donc, quand tu vas partir, tu pars avec 2 ou 3 personnes. Si c'est impossible, tu payes quelqu'un qui va arranger ça parce que tu vas pas voir la personne. Ma mère a commencé à pisser dans les habits. C'est comme ça que le mercredi, ils sont partis. Sa petite soeur a dit, ah, moi je ne pars pas, oh. Moi je ne pars pas, il faut chercher des sorciers ou bien des sorcières. Je ne pars pas. Elle est partie, elle a payé 2 personnes, ils sont partis. Arrivé là-bas, on a commencé d'arranger des choses. C'est la dame qui parle, le papa qui travaille là-bas, l'entrée du cimetière là. C'est la dame qui parle. Depuis là, on t'a dit 9h, toi tu viens sortir ici, il est 11h, tu vas d'abord payer des amendes. Mais on entend que la personne parle, mais on ne voit pas la personne. Oh, c'est comme ça maintenant la dame parle à le papa qui travaillait là-bas. Le papa là traduit à ma mère. Donc ma mère n'a plus la force, le pouvoir de voir la dame en question. Elle entend, mais elle n'entend pas si tellement trop bien. C'est le gars qui traduit, voilà ce qu'elle dit, il faut payer des amendes, on t'a donné des convocations, l'heure c'est l'heure, tu viens sortir, voilà l'heure là que tu viens sortir, c'est pas normal. C'est comme ça, on a commencé, elle a payé des amendes, c'est ce que la dame avait dit. On a payé des amendes, on a commencé à régler. La dame dit, c'est pas bien dans la vie, on n'insulte pas les gens, c'est pas tout le monde qui vient au marché, c'est les gens. Moi, je mets mes enfants ici, là, dans cette monde. Je nourris mes enfants avec le manioc. Toi, tu me fais des choses comme ça, là. Plusieurs fois que je paye le manioc, je viens ici, je prépare, ça change. Mais je ne fais pas de problème. Mais toi, je suis venue te voir quand même pour te dire, voilà. Au lieu de me parler doucement, c'est toi qui vas me... Tu vas commencer avec des injures. C'est comme si je suis ton ami. Je laissais mes enfants, ma famille. Je nourris toute ma famille. Je prépare le manioc que tu vois là. Je nourris ma famille. Maintenant, la clientèle, il n'y a plus. Donc là où je suis là, tu dois payer 1,5 million. Le 1,5 million là, c'est le 1,5 million que ma mère avait dans sa vie. C'était obligé d'aller retirer l'argent le même jour parce qu'il ne faut pas que ça dort. Le même jour, elle est partie retirer l'argent. Elle a vidé son compte elle avait commencé. Donc, elle a bouffé la tontine de 500 000. C'est là où elle a commencé l'autre là. L'entrée. Elle a ouvert la carte. C'est comme ça qu'elle est partie retirer son argent. Elle a pris son argent. Elle est venue payer l'argent de la dame, des amendes, et quoi, tout ça là. Elle est revenue à la maison. Elle a changé jusqu'aujourd'hui. Elle ne connaît pas insulter quelqu'un. Elle a laissé le commerce. Elle est rentrée dans la vie de prière. Elle ne fait plus les choses comme ça. Elle maintenant qui donne des conseils aux enfants. Quand parfois les enfants jouent. Parfois l'autre dit, ah, quitte là. Ne dis pas ça, c'est pas normal. Donc c'est elle maintenant elle est en train de conseiller. Une fois, j'ai oublié le passé des mamans. Et j'ai injuré ma petite soeur. C'est comme ça qu'il s'est fâché. Donc je voulais parler, il y a des filles, surtout dans le monde. Les filles des jeunes mamans, ça dit je ne sais même pas là où on parle avec le monde là. On est là, petit problème des injures. Petit problème des injures. Il faut d'abord savoir à la personne que tu dois insulter. C'est pas vraiment normal. Moi là où je suis là, tu viens me taper là. Si peut-être je vais rendre, je vais te taper aussi. Je ne peux pas t'insulter parce que je vis ça dans ma maison. La maison de ma mère. Pas à son âme. Donc, c'est ça que je voulais donner. Parce que aujourd'hui, là, je suis dans le Ngori. Il y avait quelqu'un, je ne sais pas, on l'a coincé, comment là, elle a commencé à insulter. J'ai pensé à ma mère, je dis, oh, le monde là-haut. Et la personne elle est en train d'insulter, tu vois qu'il y a une vieux papa. J'ai pensé à ça, je dis, je dois partager avec mes amis, ma famille, des DMG, éviter d'insulter les gens, c'est pas tout le monde qu'on incite. Donc c'est un peu ça. Je voulais juste vous donner ce que je vis dans la jeunesse, comme j'étais petite. Ça s'est passé peut-être que j'avais 10 ans ou 11 ans. Merci à tous. Merci et bye. Voilà, merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la famille DMG, j'espère que vous allez bien.
Alors, je vais intituler cette histoire Le serpent de la sœur en Christ. Je suis gabonaise. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée quand j'étais en classe de seconde. On avait affecté ma maman en province, à l'intérieur du pays, au Gabon. Donc, du coup, pour le travail. Et elle était enseignante. Donc, l'école catholique, là où on l'avait affectée, il y avait des logements. Les logements étaient derrière, l'école était au milieu, au centre. Et un peu plus devant, c'était le gardien qui vivait là-bas. Du coup, un jour, ma maman me dit qu'elle est arrivée, qu'elle a vu le serpent sur le lit, etc. J'ai dit, ah, ça c'est quel rêve. Bon, bref, elle m'a dit, elle a prié. J'ai dit, ok, donc on va briser. Plus tard, le lendemain matin, on se réveille, on aperçoit que toute la cour de là où on est avec les voisins, etc., il y a les fourmis rouges, les fourmis rouges, les fourmis rouges. Que, oh, ça c'est quoi? Les fourmis rouges, elles sont parties aux environs de 15 heures par là. Du coup, je suis allée veiller avec le gardien plus haut. 19 heures par là, le temps a commencé à menacer. Je suis rentrée à la maison en courant. Du coup, le gardien, il m'a interpellée. C'est comme ça que je dis que le temps ménage, je ne comprends pas ce que tu dis. On se voit demain. Oh. Donc, le temps que, comme j'avais mon téléphone, j'avais aussi allumé la torche du téléphone parce que il fallait au moins s'éclairer là où tu marches, les zones tropicaux, là, il y a trop de serpents, etc. Donc, le temps que je me retourne de parler au gardien à distance et le temps que je dis que non, demain on se voit, demain je t'entends pas. Tant que je fais comme ça le bras, j'aperçois nez à nez, je tombe nez à nez avec le python. Avec le gros python, mon Dieu. Du coup, j'ai arrêté la torche sur mon téléphone parce que quand je suivais les documentaires, il paraît qu'eux, ils n'aiment pas les torches de téléphone. Là, c'est là-bas, ils vont te suivre jusqu'à t'attaquer. Il est passé, après j'ai éclairé, il est rentré dans l'herbe. J'ai couru, je suis allée à la maison. Ma mère me dit que toi, tu cours comme ça, pourquoi il y a quoi? Je dis que maman, je viens de voir un gros serpent, un gros serpent. Oh, comment ça? J'ai dit qu'il est rentré dans l'herbe, je l'ai vu. Ok, on a fermé les portes et les fenêtres. Le lendemain, ma mère est partie. Quelques jours plus tard, je ne sais plus, ma mère est partie au décès, un truc de chant à la veille. Elle n'avait pas dormi le jour à la maison. Et c'était un dimanche, je devais apprendre parce que le lundi, j'avais composition. Le chien ne faisait qu'aboyer la journée, là. Il faisait peut-être 13 heures. Il ne faisait qu'aboyer. J'étais étonnée, je demandais à la petite, comme le chien là, il aboie quoi? Oh, je ne sais pas et tout. Donc, elle avait, par curiosité, décidé de regarder. Qu'est-ce que le chien aboie? Pour moi, dans ma tête, c'est que le chien aboie comme on avait une source derrière, ce que les voisins essayaient d'aller piger de l'eau derrière là-bas et tout, etc. Bon, ils ne connaissaient pas des gens là. Ma petite soeur revient là-bas en courant. Le serpent! J'ai dit que, comment c'est le serpent? Donc, le temps qu'elle ouvre le rideau comme ça, j'ai aperçu le serpent en train de rentrer. Donc, entre-temps, elle avait ouvert la porte pour regarder qu'est-ce que notre chien était en train d'aboyer. Donc, elle tombe nez à nez. C'est pas qu'elle voyait le serpent arriver, mais elle tombe nez à nez avec, regarde, le gros serpent qui était là. Donc, quand elle a fui de là, du salon, la chambre, comme il n'y avait pas la porte, c'était juste le rideau. Quand elle a fait la main comme ça au rideau, j'ai aperçu le serpent rentrer. J'ai laissé tomber le téléphone, comme je tentais de parler au téléphone en fait. Elle était hypnotisée, elle tremblait. Je pense qu'elle avait 8 ans à l'époque, elle tremblait. Oh, Dieu merci pour nous parce que à l'époque là, les sœurs n'avaient pas mis les protèges voleurs qu'on met aux fenêtres souvent là. Mais la fenêtre était d'une hauteur, donc du sol à la fenêtre, c'était d'une hauteur mais pas possible. Du coup, je me suis dit, alors la mieux, on saute que de se faire agresser par un serpent ici. C'est comme ça que j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai fait sauter ma petite sœur. Je l'ai fait sauter, j'ai sauté la fenêtre. On a couru aller rejoindre les voisinages pour les appeler qu'il y a un gros serpent là où nous sommes. Ils ne nous ont pas cru qu'on abusait, que c'était un petit serpent et tout. Donc, ils ont amené les chevrons, les lâtres et tout. On les a dit que cela ne peut rien faire au serpent là, parce que ce que nous on a vu là, le serpent là, on ne peut pas le tuer avec. Ils sont descendus au bâtiment de là où on vivait. Donc, derrière le serpent, la porte était refermée. Donc, quand ils ont ouvert la porte à distance avec le bois, le serpent s'était bien enroulé parce qu'à l'époque, nos parents aimaient déposer genre la télé au coin des murs comme ça, avec la table et tout. Le serpent sont enroulés autour de la table. De toute façon, ils sont enroulés là. Ça faisait 3 pneus. C'est comme si on déposait 3 gros pneus. Il a déposé sa tête sur le décodeur.
À l'époque, là, c'était les séries de Teresa ou je ne sais pas quoi qui passaient. Eux-mêmes, ils ont confirmé que la qualité, là, ce n'est pas les bois, tout ça. Ils sont allés appeler le chef du village qui avait le fusil, le calibre 12. C'est comme ça qu'ils ont réussi à tuer le serpent. Entre-temps, un courageux est parti me prendre le téléphone que j'avais laissé dans la chambre. Donc, j'ai essayé d'appeler ma mère fatiguée plus de 20 fois, peut-être 25 fois. Ma mère n'a pas répondu. Entre-temps, je vois ma mère en train de vouloir arriver. Elle était étonnée que, mais comment les gens là viennent faire quoi? Je ne sais quoi, tout cet attroupement. Quand ma mère a perçu le serpent à distance, qui était déjà mort, ma mère s'est évanouie en même temps. Quand elle s'est évanouie comme ça, je cours vers ma mère parce qu'elle était en train de confesser. Je me suis rappelé à cet instant que, comme j'écoutais souvent ma grand-mère dire que si quelqu'un est en train de confesser, soit vous prenez la cuillère, vous mettez ça dans sa bouche, vous n'avez pas qu'elle morde la langue et puis elle peut partir, la personne peut mourir. Donc, n'ayant pas de cuillère et tout, donc j'ai pris mes doigts, j'ai mis ça dans la bouche de ma mère pour ne pas qu'elle morde sa langue. Donc, elle me piquait les dents, ça faisait énormément mal. Je me suis dit, à l'heure là, je ne peux pas me laisser aussi comme ça, c'est impossible. Jusqu'à elle s'est évanouie. Quand elle s'est évanouie, les gens lui ont suivi. Ils sont allés appeler la personne qui avait la voiture. C'est comme ça, quand on arrive, on amène ma mère. Ma mère dit, ne m'amenez pas à l'hôpital, ne m'amenez pas à l'hôpital, ne m'amenez pas à l'hôpital. Si je m'amène à l'hôpital, je vais mourir. Amenez-moi à l'église. C'est comme ça que nous sommes partis à l'église catholique de la province en question. On allait chez le prêtre a prié sur ma mère parce qu'elle était inconsciente. Parce que quand elle s'est réveillée, c'était juste pour dire ça. Après, elle s'est encore évanouie. On lui a amené chez le prêtre a prié. Ça peut-être pris 45 minutes comme ça que ma mère s'est réveillée. Quand elle s'est réveillée, on n'a pas dormi la même nuit à la maison. On allait dormir chez les voisins qui restaient plus ouverts chez le gardien. C'est comme ça, le lendemain du jour, là, on apprend que la sœur, la directrice de l'école, là, on l'a évacuée d'urgence, sur la capitale Libreville. Qu'est-ce qui s'est passé avec la sœur? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'elle est gravement dans un cas critique, en fait. C'est comme ça, 2 jours plus tard, comme on vient chez le voisin, on a déménagé, on a trouvé une autre maison pour aller habiter là-bas. Ma mère a dit que l'histoire, là, c'est pas probable parce que, comme ma maman est initiée, elle dit que le temps qu'elle était en train de confesser que j'avais la main dans sa bouche, elle disait qu'elle avait vu son père qui lui disait que toi, tu as fait quoi aux gens pour qu'ils te veulent du mal, tu as fait quoi aux gens pour qu'ils te veulent du mal. Comme ça, ma mère a décidé d'aller consulter, voir qu'est-ce qui ne va pas, que le serpent là, c'était pour qui, le serpent là venait pour quoi, si c'est un serpent naturel ou je ne sais pas quoi. Arrivé maintenant là-bas, on apprend là-bas que le serpent là, c'est le serpent de la sœur. C'est le serpent là qui produit la richesse à la sœur. Donc, il était temps pour le serpent de pouvoir manger. Et la personne qu'elle avait choisie, c'était ma mère. Qu'il suffisait que ma mère voyait le serpent là, si c'était elle qui était tombée dans la net, la personne avait tombé sur les pommes et il devait l'avaler. On était tous choqués que, mais ça, c'est quelle histoire? Donc, depuis, la soeur était tombée malade, elle n'était plus jamais revenue dans la province. Jusqu'à j'ai eu mon bac dans la province, je suis même actuellement à l'étranger, en Afrique de l'Ouest. La sœur, on l'a évacuée dans son pays. Je pense qu'elle était nigérienne, en tout cas, elle n'était pas gabonaise de toutes les façons. On l'a évacuée là-bas, je n'ai plus jamais revu la sœur là, que c'était son serpent, etc. Depuis aussi, l'école là, ça ne va plus. Les parents ont commencé à enlever leurs enfants à l'école là parce qu'ils se sont dit, tiens, bon, un serpent pareil, déjà que nous sommes en province, mon enfant part pisser au cabinet derrière. Désolé, il part se soulager. Il tombe nez à nez avec un truc comme ça et la personne l'avale. C'est pas possible en fait. Ils ont commencé à enlever leurs enfants, certains, etc. Bon, pour la suite, je suis plus au Gabon. Comment est-ce que les choses fonctionnent dans l'école là? Ma mère aussi n'enseigne plus là-bas. Donc la morale dans l'histoire, c'est que ne laissez pas les enfants seuls. Sous-entendant une seule fois que je n'étais pas à la maison et que le genre de truc se produisait. Ma petite soeur ne devait pas, ayant 8 ans, ne devait pas avoir le réflexe de sauter la fenêtre peut-être. Et ce n'est pas tous les problèmes qu'on peut expliquer au téléphone. Sous-entendant que ma mère avait décroché au téléphone et que je l'avais informé ça au téléphone, elle pouvait s'évanouir. Là où elle était là-bas, on ne sait pas, elle serait même plus vivante là où on est actuellement. 2, 3, faites vraiment, prêtez attention à vos rêves parce que ma maman avait déjà vu qu'elle avait vu que le serpent devait venir chez nous parce qu'elle avait rêvé qu'il y avait un serpent
sur le lit, etc. Donc, prenez conscience de vos rêves et priez à l'avance afin de briser tout ce qui se passe dans le spirituel, en fait. Et le troisième conseil, c'est prenez soin de vos parents, veillez sur eux, surtout ceux qui ont la possibilité de vivre encore avec les parents actuellement. Prenez soin de surveiller les, parce que plus on grandit, plus leurs facultés aussi diminuent. Donc, nous, on doit veiller sur eux, etc. Et priez beaucoup pour vos enfants que vous mettez dans les écoles, que vous les inscrivez dans les écoles. Parce que si le drame n'était pas arrivé, on ne devait jamais savoir que, donc dans l'école là où on était, là, le serpent que j'avais vu quand j'ai quitté chez le voisin, là, c'était le serpent et la sœur en Christ. On les voit là avec les robes, saintes ni touches, donc c'était son serpent qui lui produisait la richesse. Et le serpent avait faim, le serpent là devait avaler quelqu'un. Et c'était ma mère qu'elle avait choisi de donner. Priez beaucoup pour vos enfants. Donc, c'était ça un peu ma petite histoire. Donc, partagez, likez et prenez soin de vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Salut la team DMG. Bonjour ou bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez écouter l'histoire. Bon, l'histoire se passe au Gabon dans les années fin 80, début 90, précisément dans la ville de Oyem. Donc, c'est l'histoire du petit Nambira. Nambira, c'est un nom d'emprunt. Donc, lorsqu'on était allé en vacances, vous savez, les grandes vacances sont vos villages et tout. Donc, la grand-mère nous disait souvent, ouais, allez saluer les vieux, les trucs comme ça. Donc, il y avait un petit tout gentil là. Voilà, on l'appelle Nambira. Donc, Nambira en question. Une fois, le petit, il nous interpelle que bon, voilà, pourquoi vous allez saluer tel vieux, pourquoi vous allez saluer tel vieux. Les vieux là, ils ont un tuyau mystique, ils mettent sur la tête des enfants pour tirer l'intelligence des enfants mystiquement. On dit, oh, on dit, bon, nous on ne sait pas, bon. Nous on n'avait pas cette idée, nous on vient de la ville, bon, et puis on n'avait pas peur parce que notre grand-mère, elle était la plus grande, on l'utilisait au tribunal pour les affaires mystiques. Et c'était la seule d'ailleurs à l'époque, au tribunal d'Oyem, quand il y avait les problèmes mystiques, on l'appelait toujours. Donc voilà, donc nous on n'avait pas peur parce que celui qui tentait lui-même là-bas. On dit, ah bon? Ah ok, bon. Souvent on partait, on marchait avec lui, souvent la nuit il nous accompagnait, on partait faire nos trucs, on amenait un bon petit. Donc parfois quand on prend un chemin, le petit dit non, ne prenez pas telle route, ne prenez pas telle route, oh là-bas il y a ceci, il y a cela. Une fois on était rentré un peu tard, bon vous savez au village, hein, la nuit tombe un peu plus tôt. On va dire dans les 21h, 22h par là, on est sorti, on est en train de rentrer. Donc c'est comme ça qu'il y a un hibou qui a commencé à siffler, nous siffloter. Et c'est comme ça que le petit Nambira, il a appelé le hibou par son nom. Écoute, si tu continues à faire ça, demain je vais les emmener chez toi. C'est comme ça que le hibou s'est calmé. Donc après, un jour comme ça, bon je vais essayer de sauter les étapes hein, parce que l'histoire est très longue. Je veux vraiment sauter les étapes pour que l'histoire fasse moins de 10 minutes. Et c'est comme ça qu'un jour, un de mes cousins, parce qu'on était tous allés avec les cousins, là, les enfants du grand frère à ma mère, les trucs comme ça. Donc un jour comme ça, il trouve les enfants en train de jouer avec... il y a un fusil qu'on appelle le 5-5, c'est un fusil de chasse. On tue les oiseaux avec. Donc il y a les petits qui étaient en train de jouer avec, en pleine journée, hein, deux petits. Donc c'est comme ça que mon grand frère, on va dire mon cousin, il va parler aux petits en langue. Écoute, mais qu'est-ce que vous avez à jouer avec les trucs comme ça, c'est dangereux. Deux petits, hein. Deux petits. Ils disent à mon cousin là, écoute, il faut te mêler de tes histoires. Quand tu vois les grandes personnes faire des choses, faut pas te mêler de ça. Des enfants. On va dire quoi, 8 ans, ils avaient notre âge, on va dire quoi, 8 ans. Moi j'avais peut-être 10 ans. Et mon cousin, il était dans, on va dire quoi, pratiquement 17 ans, 18 ans. Donc il leur dit ça 4, les enfants lui disent comme ça, écoute, quand tu vois les grandes personnes faire des choses, faut fermer ta gueule. Donc c'est comme ça qu'après, quand le gars revient, il nous explique, le petit Nambira a dit, ah, ceux-là, il faut pas jouer avec eux, voilà. Là, vous les voyez, là, ils ne sont même pas ici avec nous sur terre. On dit, ah bon, oui. Et puis, il nous a fait comprendre que faites attention aux fourreaux. Les petits moustiques au village, là, qui prennent souvent le sang, là. Il a dit, non, faut pas prendre ça parce que les fourreaux, là, en question, c'est le carburant. Quand ils voyagent la nuit, on dit, ah, ok. Mais tout ça, le petit, il a oublié de nous dire. En fait,
Lui-même, il est dans le truc, en fait, avec les gars. Mais sauf que lui, en fait, c'est un petit sorcier. Mais vous savez, même dans les histoires de sorcellerie, il y a le bien, il y a le mal. Donc, il était du côté du bien. Et souvent, les vieux du village le chassaient, même, le pourchassaient. Donc, il expliquait souvent que quand on le poursuit, il se transforme en poisson. Donc, il plonge dans l'eau, il se transforme en poisson. Donc, il va rester avec les autres poissons. Donc, quand les gars là plongent aussi dans l'eau pour aller le chercher là-bas, donc il y a beaucoup de poissons. Et du coup, tu ne sais pas c'est lequel qu'il faut comme ça poursuivre. Vous savez, dans l'eau, il y a souvent les poissons entassés. Quand vous voulez essayer de jeter une pierre, il s'éparpille. Donc, tu ne sais pas qui il faut comme ça poursuivre. Non, c'est comme ça. Donc, un jour, on nous appelle que le petit ça va pas, il est malade. Bon, là, je saute les étapes. Hein. Là, je vais directement droit au but. Donc, un jour, on nous appelle comme ça. On dit, voilà, Nambira, ça va pas. Il est malade, il est souffrant, il est fiévreux et tout. On donne les médicaments, on fait tout. Donc, c'est comme ça que le petit, il a commencé à parler. C'est quoi le truc? Bien fiévreux, pendant 3-4 jours. Dans ce moment où il s'apprêtait à mourir, c'est là où il a lâché la bombe. Il a dit, bon, écoutez, en fait, nous sommes allés jouer un match de foot dans un pays. Donc, ils ont perdu 3-0. Et lui, il a raté 3 buts. Donc, les 3 buts qu'il a ratés, c'est les 3 buts qu'ils ont encaissés. Donc, les autres ont dit au retour, tu ne montes pas dans l'avion. Tu vas rester. Comme tu as raté les buts, tu ne montes pas avec nous. Tu restes ici. C'est à cause de toi qu'on nous a battus. DMG. Il a commencé à expliquer les histoires. Après, subitement, l'enfant a commencé à parler une langue. On ne comprend pas ce que le petit parle. Après, il parle en anglais. Il bascule en espagnol. Donc, on nous appelle que, bon, quand vous êtes au lycée, c'est vous qui faites l'anglais, c'est vous qui faites l'espagnol. Venez traduire. On dit, mais nous, l'anglais qu'on apprend là à l'école, bien l'espagnol, ça, c'est juste pour aller faire les devoirs. On ne prend pas. C'est juste parce qu'on nous impose ça. C'est juste pour avoir la moyenne en classe. Nous, on n'étudie pas ça pour parler. Donc, en fait, tous les pays qu'ils ont visités, le petit parlait les langues, en fait. C'est-à-dire, s'ils ont été en Espagne, ils parlent espagnol. S'ils ont été en Pologne, ils parlent polonais. S'ils étaient en Allemagne, s'ils ont joué en Allemagne, ils parlent allemand. Et c'est comme ça que le petit commence à relater que oui, voilà, j'ai raté 3 buts. On a encaissé 3 buts, ils ont décidé de me laisser. Donc c'est comme ça que les vieux là, ils ont essayé de voir un peu les marabouts, les charlatans, les guérisseurs là. On a amené un là, bon, il a fait ce qu'il avait à faire. Bon, après, il a dit 4 sur étape que bon, on peut le sauver, mais là, soit quelqu'un reste, parce qu'il va venir. Parce que si on le ramène, la personne qui va le ramener va rester. Tu vois? Donc, qui va se désigner? Même ses parents ont désisté que, pardon, on ne part pas. Donc, c'est comme ça que le petit expliquait que quand vous nous voyez souvent jouer au foot là, dans la cour, on n'est pas là. On est en Espagne. Parfois, on est en Italie. Parfois, on est au Brésil. C'est-à-dire que le gars, il parle là comme ça, parlant en langue, fond. Après, boum, il va en France. Il parle français. Et un français soutenu, hein. Après, boum, il bascule en espagnol, bascule en portugais, bascule en polonais, bascule en italien. Donc, c'est un peu ça. Jusqu'à ce qu'il a avoué, comme je t'ai dit précédemment, que quand on le poursuit, il se cachait en poisson, les trucs comme ça là. Donc, voilà un peu. Vraiment, j'ai coupé beaucoup de parties. Je voulais juste aller à l'essentiel, quoi. Donc, quand vous allez souvent au village, il faut vraiment faire attention. Vraiment, il faut beaucoup prier quand vous arrivez. Surtout les gens de la ville qui ne vont pas trop au village, là. Donc, vous allez vous prier beaucoup. Quand vous arrivez, vous demandez les conseils sur ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire, ou bien les gens qu'il faut fréquenter, avec qui il faut marcher. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Bon, nous, on a eu la chance de tomber sur le petit Nambira. Nous, on ne savait pas que le petit voyageur, il sortait de son corps, il biloquait, on ne savait pas. Tu vois. Mais lui, il était du bon côté. Tu vois, un peu, on ne savait pas, il avait toujours été gentil avec nous.
Souvent, il nous disait souvent, ouais, ne parlez plus avec tel vieux, ne faites pas ceci avec telle personne, parce qu'il a ceci, il a cela. Bon, nous, on s'en foutait parce que notre grand-mère elle-même, grande sorcière, soigneuse, guérisseuse de son état. Donc, nous, on ne craignait rien, quoi. Donc, voilà un peu. Voilà, partagez, abonnez-vous et likez. Merci encore. Merci beaucoup pour l'histoire. Commentez, likez, partagez. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Salut DMG, salut à la population DMG. Voilà. Moi, je suis ivoirienne. Mais j'avais envoyé des histoires qui n'ont pas été postées, mais je ne sais pas. Je vais envoyer quand même dans l'espoir qu'un jour, voilà, ça sera posté. Et tout. Et j'espère aussi que ça va apporter un plus à toute personne qui va écouter, voilà, cette vidéo. Donc, je disais que je suis ivoirienne et ça fait à peu près 1 an que je vous suis et chaque jour, je vais télécharger les histoires, voilà, sur Facebook, sur YouTube, pardon, pour pouvoir les écouter. Donc, là, il s'agit de ma propre histoire. En ce temps-là, j'étais en classe de première dans une ville de l'ouest de la Côte d'Ivoire, tout précisément Mans. Et j'étais en classe de première. Et c'est comme ça, vendredi, notre prof de histoire géo nous avait donné un truc, comme on appelle ça, un travail de maison à faire par groupe. Et donc, ceux avec qui je devais travailler, eux tous, ils venaient pratiquement du même quartier. Donc, c'est moi qui devais me déplacer pour aller rejoindre les autres dimanche soir pour faire l'exercice, pour remettre ça lundi matin. Et donc, le week-end est passé, nous nous sommes donné rendez-vous dimanche soir chez l'un de nos amis de classe chez qui on allait se rencontrer pour faire l'exercice. Et c'est comme ça, dimanche matin, j'hésitais entre aller à l'église et non parce que j'étais fatiguée et tout ça là et tout. Mais je dis bon, je vais partir puisque je faisais partie du groupe musical et il fallait que je sois là. Nous sommes partis au culte et la prédication du pasteur portait un torse un peu sur comment un chrétien doit être face à une situation, face à un danger. Et il a dit comme ça, je ne vais pas trop donner de détails, mais il a dit comme ça que face à un danger, il ne faut pas paniquer, puisque nous avons un Dieu puissant et il faudrait que nous ayons foi en ce Dieu-là. Voilà, il faudrait qu'on soit, il ne faut pas paniquer à un premier truc. Tu pries avec foi et tu laisses Dieu agir. Et c'était sur ça portait le message du pasteur. Et il avait développé avec des versets. Et bizarrement, cette prédication-là m'a fait du bien et je sentais un plus que j'avais reçu pendant cette prédication. Donc, dimanche soir, en temps samedi soir, ma mère qui travaillait dans une autre ville m'avait envoyé un téléphone. Elle avait acheté un nouveau téléphone qu'elle m'avait expédié. Donc, il fallait que je charge le téléphone. J'étais toute contente. Donc, dimanche matin, j'ai branché le téléphone et je suis allée à l'église. Donc, je reviens. Il fallait que je m'apprête aussi pour aller rejoindre les autres pour faire l'exercice. Et j'hésitais. L'autre me dit, prends le téléphone. L'autre, non, laisse. Je lui ai dit, non, je vais pas gâter la batterie. Je vais laisser ça. Ça va, voilà, ça doit faire les 8 heures de temps en charge et tout. Donc, j'ai laissé le téléphone à la maison et j'ai porté un pantalon plus un t-shirt et j'ai rejoint les autres. Donc, nous sommes allés travailler le temps que chacun donne son idée, tout ça dans les discours, débats et tout. On a fini aux environs de 20 heures. Donc, quand on a fini, comment je sortais, je suis sortie avec une pièce de 500 francs. Donc, quand j'ai emprunté le taxi, j'ai rejoint mes amis. C'était 200 francs de transport. Donc, il me restait 300 francs dans ma poche. Donc, quand on a fini, on s'est laissé. Donc, l'ami chez qui nous sommes allés faire, comme on appelle ça, l'exercice, il avait proposé ma compagnie. Il dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, c'est dans la ville de Mans. Ceux qui sont de Mans vont reconnaître le quartier Libreville. Libreville, là-bas, il y a une grande école primaire. Et il a dit, OK, si c'est comme ça, passons dans l'école primaire pour descendre directement sur la grande voie pour que tu puisses emprunter. Là, moi, je vais partir à la maison.
Et elle dit, ok, pas de problème. Donc, on a dit au revoir. Lui, son papa, il dit, ah, papa, je m'en vais accompagner ma camarade. Comme elle vient de l'autre quartier, donc je vais l'accompagner. Elle va emprunter un taxi et elle va rentrer chez elle. Donc, c'est comme ça, on va, genre, on traverse l'école. Et arrivé dans un coin noir là, on tourne, on voit un monsieur derrière nous qui est sorti de nulle part. Mais tu vois sa corpulence, c'est un gaillard qui avait porté des pullovers à capuche là. Il avait porté ça et on voyait presque pas son visage. Je te dis, un costaud. Et il vient, il se met entre nous, au milieu de nous. Entre moi et mon ami, on était en train de causer, de comment c'est passé, voilà, tout et tout. Et il se met entre nous, il nous demande, vous partez où? Donc, immédiatement, dans ma tête, je me suis dit que c'est le gardien de l'école. Donc, il a dit non que, ah, vraiment, excusez-nous, monsieur, quand on rentre à la maison. Il dit, ici, là, vous ne savez pas qu'on passe ici. Donc, quand il a dit ça immédiatement, il dit, ah, c'est que c'est le gardien d'ici. Non, vraiment, excusez-nous que, voilà, ça va plus se reproduire, nous partons à la maison. Et comme ça, il attrape le bras de mon ami. Je vous signale que l'ami en question, il est moins âgé que moi. Il était moins âgé que moi. Donc, je le voyais comme un petit frère. Donc, il a attrapé la main du jeune. Il dit, suivez-moi. Donc, il dit, hi. Mais on vous suit pas. On dit, on vous demande pardon et tout ça là. Maintenant, on vous suit là. On va où? En ce temps, il n'avait pas attrapé ma main. C'était la main du jeune qui l'avait attrapé. Donc, là, moi, je pouvais bien fuir. Et vu que, donc, il a attrapé sa main, il a fait sortir un couteau. Il avait attrapé sa main avec l'autre bras et puis l'autre main a fait sortir un couteau. Un couteau à double tranchant. Je ne sais pas si vous voyez ça. Les couteaux ou de l'autre côté, c'est comme les piquants qui sont là et puis l'autre aussi. Donc, c'était un gros couteau. Il a fait sortir, il dit, suivez-moi. Donc, dans ma tête, tout a commencé à défiler. Il me posait des questions, mais c'est le gardien ou bien c'est un voleur ou bien je ne comprends pas. Donc là, je pouvais fuir, mais je ne sais pas quelle force m'a retenu là. Je ne sais pas. Jusqu'à présent, je ne sais pas. Et immédiatement, il me suis dit, mais si je fuis, qu'est-ce qu'il va faire aux jeunes? Et puis, qu'est-ce que je vais dire au père du jeune et tout ça là? Ok, je vais le suivre. Peut-être que c'est le gardien, il veut nous menacer ou bien je ne sais pas. Et immédiatement, il nous envoie, il dit, ah, c'est que c'est peut-être pour nous envoyer quelque part où il a ses collègues qui nous attendent. Toutes ces questions-là venaient en tout cas, me traumatiser l'esprit. Donc, il nous met dans une douche chaude, des toilettes de l'école. Et la chose bizarre, personne ne passait. Il dit, nous étions dans le noir total. Et il nous a mis dans les toilettes et il s'est arrêté devant la porte. Et là, comme ça, il dit, déshabillez-vous. Donc, il dit, hi. Oh, automatiquement, j'ai dit, grand. Elle dit, ok, grand, excusez-nous, pourquoi on va se déshabiller, tout ça, que tout ce que vous voulez prendre, apprenez, mais s'il vous plaît, laissez-nous, on va partir, qu'on doit aller à l'école demain. Donc, le coin était tellement coincé, là où il nous avait mis, c'était tellement coincé qu'on ne pouvait pas s'arrêter côte à côte, mon ami et moi. Donc, le jeune, lui, il était devant moi et moi derrière. Et c'est comme ça, on était côte à côte. On était derrière, moi j'étais derrière, lui il était devant. Excusez-moi, j'ai un enfant. Donc, c'est comme ça, il a dit déshabillez-vous. Et moi j'étais là, vraiment désolée. Vu qu'il nous a mis ici là, qu'est-ce qu'il va nous faire? Peut-être il va poignarder l'enfant, il va moi me violer et puis il va me poignarder aussi après et tout ça là. Donc je ne comprenais plus rien. Et là, son téléphone se met à sonner et il reçoit un appel où il dit oui, que j'ai déjà 2 pigeons. C'est ce qu'il a dit. Il dit j'ai déjà 2 pigeons sous la main. Et là, je me suis dit automatiquement, là, c'est fini. Ils vont nous tuer là et tout ça là. Donc, une fois, me dit, pousse-le, lutte avec la personne. Et là, je me rappelle en même temps de ce que le pasteur avait fait comme prédication à l'église le matin, où il a parlé de la maîtrise de soi face à un truc. Et là, commence à refuser. Un chrétien ne doit pas accepter tout ce qui lui arrive. Souvent, là, il faut refuser. Et là, j'ai commencé à prier dans mon cœur. Je dis, Seigneur, je ne vais pas mourir là. En plus, je suis l'unique enfant de ma mère. Je ne peux pas mourir dans ce genre de conditions-là. Je ne peux pas qu'on me retrouve ici morte demain avec des organes arrachés, tout ça. Je refuse cela, s'il te plaît. Tu vois, et là, j'ai commencé à intercéder. Et le monsieur, il était tout bouillant. Je dis, de vous déshabiller. Donc, mon ami qui était en face de moi, qui était devant moi,
Il a enlevé son pantalon, il a enlevé son t-shirt, il a pris le téléphone. Et heureusement que je n'étais pas sortie avec mon téléphone. Mon téléphone était resté à la maison. Donc, il a pris son téléphone. Et moi aussi, il a commencé à me palper. Mes 300 francs qui étaient restés comme monnaie, il a pris. Et il a dit, déshabillez-vous, faites vite. Et mais vous avez tout pris. Et quand j'ai dit ça, il a dit, si tu fais sortir encore un mot de ta bouche, je vais te poignarder ici et tu vas voir. Donc, j'ai enlevé mon t-shirt. Tout, c'est-à-dire, dès à cet instant-là, excusez-moi, je suis tellement sous le choc. Dès à cet instant-là, toute ma vie a commencé à défiler face à mes yeux. C'est-à-dire tout ce que j'ai fait. Mais ma maman, je voyais tout ça passer en une fraction de seconde devant moi. Et là, quand j'ai enlevé mon t-shirt, je vous répète que il avait pris les 300 que j'avais comme monnaie. Et là, j'avais déjà enlevé mon haut. Et quand j'enlève mon pantalon, il y a une pièce qui sort de nulle part. Je parle même, j'ai la chair de poule. Il y a une pièce qui sort de nulle part et qui tombe dans le noir là, passé où là où on était, c'était carrelé. Donc quand une pièce tombe, ça fait des bruits. Et quand c'est tombé, j'entends un bruit et le gros monsieur là, le gaillard là, il s'est abaissé là comme ça à chercher qu'est-ce qui est tombé. Et là, je ne sais pas quelle force qui m'a animé ce jour-là. Mais j'ai poussé le monsieur. Je vous dis, c'est pas moi. Peut-être que c'est Dieu qui a envoyé ses anges qui sont passés par moi et j'ai poussé le monsieur. C'est-à-dire, j'ai poussé mon ami qui était devant moi. Et étant abaissé là, je l'ai poussé par ses épaules là. C'est ça, j'ai attrapé et je l'ai poussé. Donc, quand je l'ai poussé, le monsieur, en tant que derrière lui, il y avait un bâtiment. Sa nuque est allée taper le bâtiment qui était derrière lui et il a crié. Donc quand il a crié, moi j'ai pris la voie de ma gauche puisque dès que tu sors des toilettes, il y a une voie à gauche qui descend dans les ravins où il y avait des graviers, tout ça. Donc moi j'ai pris là, mon ami aussi qui était devant moi, il a pris l'autre voie à droite. Il allait se retrouver dans un bas-fond là-bas quelque part et moi je suis tombée dans les ravins. Là j'étais mal tombée puisque j'étais tombée sur mon cou. Et là, j'ai fait en derrière 1 minute. Je ne voyais plus rien. Tout était noir. Après, je me suis dit, mais faut pas, il va me suivre jusqu'ici. Donc, je me suis levée encore. Tout en panique, j'étais blessée de partout. C'était sur les graviers que j'étais tombée. Donc, j'étais blessée de partout, mon visage et tout ça. Mais je ne ressentais aucune douleur. Donc, je cours, je croise 3 jeunes. C'est-à-dire une fille et 2 garçons. Et je dis là, aidez-moi. C'est là que j'ai commencé à pleurer. Parce que je me suis dit, peut-être qu'il a fait du mal à mon ami qui est resté là-bas. Donc je raconte aux gens que j'ai été agressée avec mon petit frère et tout ça là. Et je ne sais pas ce que le monsieur est en train de faire. Donc les gars m'ont tout juste à côté. Mais regarde, donc ils ont touché sur moi. Parce que c'était dans le noir. Ils ont touché sur moi, blessé sur mon visage. Tout était en sang. Et ils ont dit, c'est où? Il dit non que c'est dans les toilettes. Il y a un monsieur qui nous avait accosté avec un couteau. Il nous a mis dans les toilettes. Et il y a un qui dit ici encore. Que ça fait 3 fois. Ça allait faire 3 fois. Si vous n'allez pas échapper, ça allait faire 3 fois. On allait découvrir des corps ici. Et 2 fois, ils ont retrouvé le corps de 2 filles. Et les sexes ont été arrachés. Les seins et tout ça ont été arrachés. Donc j'avais peur. Je dis non, je ne peux pas arriver là-bas. J'ai commencé même à pleurer. Donc on arrive là-bas, puisque j'étais restée en soutien, et puis le pantalon, la fermeture était un peu descendue. Et les jeunes m'accompagnent là-bas. Quand on touche, c'était une pièce de 50 francs qui était tombée, c'est-à-dire même il cherchait, même il n'a même pas pu trouver ce qu'il était en train de chercher, puis je l'ai poussé. Donc sur le coup là, on dirait que lui aussi il a fui, il est parti, parce qu'on s'était échappé, on a commencé à crier. Donc, je commence à crier le nom de mon ami en question, de mon ami de classe. Je commence à crier son nom. Et là, on entend sa voix, puisqu'il était bloqué dans les bas-fonds, dans un bas-fond, dans la boue. Donc, les jeunes sont allés vers lui. Ils l'ont secouru, ils l'ont enlevé, choses là et tout. Donc, c'est comme ça, j'ai pu récupérer mes trucs. Je te dis, j'avais peur. Je tremblais sur moi. Même quand les jeunes m'ont accompagné jusqu'à chez moi.
Ma grand-mère m'a vu, elle a commencé à pleurer et tout ça. Donc, quand je lui ai expliqué, elle dit, c'est Dieu. C'est Dieu qui a posé. Jusqu'à aujourd'hui, quand j'imagine, elle dit non. Moi-même, de mon IRL là, je ne peux pas pousser un monsieur comme ça. Je ne peux pas le pousser. Mais par la grâce de Dieu, c'est ce que c'est. Elle dit là, si je paniquais sur le coup, là, je ne sais pas. Peut-être que jusqu'à présent, là, j'allais pas être encore, je ne serais pas encore en vie. Mais c'est par la grâce de Dieu. C'est pour dire quoi? Que maintenant, c'est vrai, souvent, on va à l'église pour faire plaisir à l'homme et tout ça, mais il faudrait que ça soit d'abord pour nous-mêmes notre propre bien. Et pour la suivi aussi de notre âme. Et tout ça. Donc, tout ce qui se passe à l'église, il faudrait qu'on écoute les enseignements qu'on écoute à l'église et tout. Il faudrait qu'on mette cela en pratique. Parce qu'avec Dieu, on ne tape jamais pour tout. Donc, c'était ça un peu mon histoire et tout. J'espère que il n'est pas pris trop de temps et tout ça. Vraiment, merci beaucoup. Et likez, partagez, commentez. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonsoir DMG. Je t'envoie l'histoire par audio parce que je ne sais pas ce qui se passe avec ma connexion. Mais mec, il faut que j'ai accès au live avant de pouvoir monter. Voilà, j'ai l'accès au live, mais je n'arrive pas à monter. Donc, je vais te parler d'une histoire d'une jeune fille. Elle est issue d'une famille musulmane, hein, je vais l'appeler Awa. Awa, tout allait bien, c'est que elle est son entrée en 6e. Donc, quand Awa a eu son entrée en 6e, depuis le jour où elle a eu son entrée en 6e pour arriver au collège, Awa a commencé à tomber malade. Elle ne peut pas faire 3 mois sans tomber malade. Donc, les parents la soignent. Tantôt, on dit palu, tantôt, on dit fièvre typhoïde, tantôt, jusqu'à ce que pratiquement 7 ans comme ça de maladie. Maintenant, une nuit, Awa a fait un rêve. Dans le rêve, elle se bat avec quelqu'un. Je crois sa tante, qui l'a mort au doigt. Et depuis lors, Awa n'arrive plus à aller à la selle. Elle peut manger ce qu'elle veut, mais Awa ne va plus faire caca pendant 9 mois. Elle n'a pas envie de chier. Elle est malade. C'est-à-dire qu'elle a mal partout, elle ne peut pas s'asseoir. Mais elle n'arrive pas à faire caca. On fait les hôpitaux. Les gens ne comprennent pas. Comment quelqu'un peut ne fait pas caca et puis la personne ne meurt pas. Mais ce qui est sûr, elle mange, elle maigrit. Donc à un moment donné, les docteurs ont dit que peut-être c'était une colopathie. Mais malgré les examens, c'est vrai que c'est une colopathie, on lui donne le traitement, mais elle ne va toujours pas à la selle. Elle n'a pas fait caca pendant 9 mois. Donc ses parents, bien qu'étant musulmans, c'est vrai, ils sont allés chez les marabouts un peu partout. Ils sont aussi allés chez... La petite finalement, même elle partait à l'église. Donc elle a croisé un homme de Dieu sur lequel elle partait, enfin dans une église où elle partait. Et le pasteur de cette église-là demande à ce que la maman ramène une somme de 40 000 francs. Et puis il va lui faire une prière. Mais la prière là, doit se faire à 3 heures du matin au bord de la mer. C'est-à-dire qu'il y aura la petite Awa et lui, le pasteur là, soi-disant pasteur là, lui seul au bord de la mer. Et arrivé au bord de la mer, il va creuser un trou et puis il va l'enterrer jusqu'au niveau de la poitrine. C'est-à-dire, genre, l'ensevelir. Et puis lui va faire des prières et puis après, il va la sortir de l'eau. C'est-à-dire, genre, elle va mourir quoi et puis renaître. C'est vrai qu'ils sont des musulmans, mais tellement c'était chaud, ils ont tapé un peu partout. Mais le père, lui, il a dit non, il ne peut pas. Cette histoire d'enterrer son enfant là, c'est vrai que c'est un homme qui se dit pasteur, mais lui, il ne veut pas. Donc il y a le frère aussi, il y a la maman d'Awa qui est venue, qui dit qu'on est un marabout. Mais le marabout dit qu'il veut 250 000 francs pour pouvoir soigner la petite. En temps, ils sont allés voir d'autres marabouts, ils ont fait des sacrifices de moutons et tout, mais rien n'allait. À un moment donné, la petite a dit, si c'est comme ça, on a qu'à la laisser mourir. Donc quand l'oncle est venu dire que par exemple, il y a un marabout qui veut qu'on lui donne 250 000 francs pour la soigner, les parents, ils avaient tellement tourné qu'ils n'avaient plus les moyens. Donc les parents ont dit, ah vraiment, ils n'ont pas les 250 000 francs. C'est qu'ils ils peuvent avancer quelque chose, mais ils ne peuvent pas donner 250 000 francs. Donc l'oncle a dit, ok, il va aller négocier avec le marabout.
Donc, elle est partie voir le marabout pour vous dire, ah, c'est vrai que ma nièce est malade, mais ses parents ne sont plus, ils n'ont plus rien. Ils ont tellement tourné qu'ils sont exempts, il n'y a plus rien. Donc, il faut guérir la fille et puis le temps de chercher et puis on va te ramener le reliquat. Le marabout dit, lui, il ne veut pas. Soit on lui donne son argent, soit il ne fait rien. Donc, c'est ainsi que, une fois, la maman, tellement elle était démoralisée, dépitée même, elle partait acheter de la banane chez une de ses amies et puis bon, elle a finalement dit, ah, à cette amie-là que ma fille ne va pas bien. Que je suis là, on est désespéré même. La fille est en train de se laisser mourir. Donc la femme lui dit, ah, mais moi je connais un homme de Dieu, je vais t'envoyer là-bas. Donc quand la maman vient, quand elle dit à Awa que, ah, il y a ma copine là qui m'a parlé d'un homme de Dieu, Awa dit qu'elle est fatiguée, qu'elle a déjà trop tourné pour qu'on la laisse mourir. Et la maman a insisté pour dire, mais bon, la saison dans laquelle on est là, elle est déjà pire. Donc qu'est-ce qu'on a à perdre en allant voir cet homme de Dieu là? Donc vraiment ma fille, faut prendre ton courage, on va aller là. On va quand même aller tenter cette fois-ci là. Donc Awa s'élève et sa maman, ils vont voir l'homme de Dieu là. Quand ils arrivent là-bas, il y a d'abord une première action prophétique qu'ils posent. La petite, on lui donne un truc à boire. Un truc mélangé avec de l'huile, donc on lui donne à boire. Quand elle a commencé, quand elle a bu, elle qui avait mal au dos, qui ne pouvait même pas s'asseoir, elle a commencé à sentir que la douleur de son dos avait commencé à s'atténuer. Mais par contre, elle avait commencé à tousser. C'est-à-dire que quand la prière est finie, après quand l'homme de Dieu les a reçus, quand la prière est finie, on leur a demandé d'aller prendre certains éléments qu'ils sont partis prendre là-bas. Mais sur le chemin du retour, elle sentait qu'elle n'avait plus mal. Par contre, elle toussait. Et cet homme de Dieu, il a la particularité de donner des traitements. Même il prie ici des poudres, et puis tu t'en vas te purger avec ça. Mais ça fait quand même mal. Les gens se purgent, même il y en a qui chient des serpents et tout. Donc quand elles sont arrivées à la maison, la maman de Awa a dit, bon, comme on dit que les purges là font mal, on va attendre le lendemain. Donc le lendemain, vers 16h, Awa est partie faire ses purges. Au moment où elle devait aller aux toilettes, sa tante lui a dit non, faut venir ici, fais tes purges là, on va te mettre un seau, puis tu vas aller à la selle comme ça, on va voir s'il y a quelque chose. Donc, mon cher, quand tu es malade, il n'y a plus la honte dedans. Donc, Awa, elle fait sa purge. Quand elle fait la purge, elle prend le seau. Quand elle fait le premier jet dans le seau, un gros caillou. La petite elle a chié un gros caillou. Et quand le caillou est descendu dans le seau, le caillou est descendu chaud. De telle sorte même que le seau a failli fondre. Comme il n'y avait pas caca à côté, elle a mis sa main, elle a enlevé. La petite a chié le caillou. C'était le premier jour qu'elle a fait la purge, c'est-à-dire le lendemain de sa visite chez l'homme de Dieu. Donc quand elle fait ça, la même nuit, elle fait un songe. Et dans le songe, elle a une de ses tantes, du côté de son papa, qui vient lui dire, ah bon, donc toi tu es parti voir quelqu'un. Tu es parti voir quelqu'un. Tu es parti voir le monsieur là, pourquoi? Et puis il va te sauver. Donc elle a dit, mais moi je suis malade, je vais aller voir quelqu'un pour me sauver. Toi ton problème est où? Donc elle a continué ses purges 2 jours après. Quand elle va encore à la selle, elle va chier, c'est-à-dire une boule. Mais dans la boule là, tu vas voir, il y a oignon, il y a tomate, il y a gombo, il y a aubergine, il y a tout, mais tout est frais. C'est-à-dire que ça a été écrasé, hein, mais c'est frais. C'est-à-dire une grosse boule de légumes, c'est frais. Ça a été peut-être digéré, mais c'est bizarre, mais c'est frais. Comment je vais dire? Quand je dis digérer même, c'est quoi? C'est comme si c'était passé aux moulinettes. Mais tout est frais et tu reconnais les légumes là, dans la grosse boule qu'elle a sortie de son ventre là. Tu reconnais les légumes dedans. C'est là une de ses tantes dit, ah, on dirait que ton ventre là, c'était un marché. Donc, aux dernières nouvelles, la tante qu'elle avait, avec laquelle c'était bagarré en rêve là, la tante est tombée malade. C'est-à-dire, ce qu'elle avait projeté pour la petite là, c'est elle-même qui a repris. Donc voilà, ça c'était le témoignage de la petite. Maintenant, là, c'est souvent ceux qui ne savent pas qui font la guerre des religions.
Dieu, là, il est unique. C'est la manière de le prier qui change. Donc, les extrémistes, là, n'ont qu'à faire attention. Dieu, c'est Dieu. C'est la manière de prier qui change. Mais sinon, on ne reconnaît qu'un seul Dieu. L'appellation peut changer, mais il est l'unique. Donc, voilà. C'était mon petit témoignage. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à monter en live. Voilà. Merci pour le partage. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Hello, bonjour, bonsoir, Mbolo Samba à tous et à toutes. Mbolo Samba à toute l'équipe. Mbolo Samba à vous qui likez, qui partagez, qui commentez et qui vous abonnez. Merci encore. Aujourd'hui, je viens avec une histoire que je vais intituler La vendeuse du terrain. Donc, c'est l'histoire d'une dame, une maman, on dira. À cette époque-là, j'étais encore une adolescente, je pouvais avoir environ 14-15 ans quand cette histoire s'était déroulée. Donc c'était une maman qui avait un terrain, un grand domaine. Et ce terrain-là se trouvait dans une zone qui aujourd'hui est devenue une commune, mais à cette époque, c'était pas encore trop habité, donc il y avait plusieurs terrains comme ça. Et comme avant, vous savez, parce que c'est à partir de ce moment-là que la loi avait maintenant banni ces mentalités des gens qui achetaient les terrains sans un justificatif de la loi, voilà, sans un papier qui justifiait, voilà, signé par la loi. Donc c'était toujours comme à l'époque où les gens venaient comme ça, quelqu'un, tu parles seulement avec lui, il te vend le terrain et puis fin, la terre te revient. C'est maintenant peut-être à toi-même de faire les papiers, voilà, pour être, qui justifie que c'est toi le propriétaire. Donc c'était un peu resté comme ça jusqu'à cette époque-là où maintenant la loi était venue bannir cette mentalité-là, des gens qui vendaient les terrains parce qu'il y avait tellement de problèmes. Donc la maman là, qu'on va appeler maman Pauline. Voilà. Donc maman Pauline, elle avait une grande terre, un grand domaine. C'est comme ça qu'elle avait réfléchi que bon, elle va vendre. Donc elle passe l'annonce de bouche à oreille. C'était une maman, elle avait 16 enfants, elle avait même les petits-enfants, mais elle n'était pas trop vieille, elle était encore un peu forte, quoi. Et c'est comme ça, le client qui vient pour l'achat, c'est un ganga, donc un tradit praticien, qu'on appelle communément chez nous ici les nganga. Donc il arrive, il négocie avec maman Pauline, elle lui vend le terrain, tranquille, il s'en va. C'est comme ça, elle est là encore, elle passe encore l'annonce du même terrain là, de bouche à oreille. Oh, je vends mon terrain et tout. C'est comme ça, un couple arrive. Bonjour mes enfants. Ah, c'est pour le terrain. Oh, entrez. Choupi, emmène les chaises là-bas. Les gens vont s'asseoir au lieu de jouer. Oh, voilà. C'est comme vous avez vu. Le terrain est en vente à temps. Vous avez combien, mes enfants? Voilà aussi ceux-là. Ils donnent leur part. Ils s'en vont, le terrain les appartient déjà. Elle continue encore sa manigance, de bouche à oreille. Oh, il y a le terrain à vendre. Ah, voilà comment encore un petit étudiant, en fait, quelqu'un qui faisait ses stages, quoi. Il venait à peine de terminer ses études, un jeune homme qui faisait déjà ses stages et tout. Donc, ces petites économies, il sent que, ah, je vais essayer un peu de construire ma vie en commençant par acheter un terrain. Comme ça, il vient aussi chez maman Pauline, là. Voilà maman Pauline. Ah, tu en fais arriver, papa. Et la famille, ça va? Ah, c'est bien. Donc, c'est comme tu vois, tout ça, jusqu'à où tu vois l'arbre là-bas, c'est pour toi, papa. Tu as combien? Faut profiter, oh. Le terrain là est trop sollicité. Si tu rates là, c'est toi-même, oh. Ah, le petit aussi, il est là, il cogite, mais il finit quand même par donner. Le terrain aussi l'appartient déjà, ça fait 3 acheteurs. 4e acheteur arrive encore. Je ne sais pas si c'était une femme ou un homme, en tout cas, ils se sont retrouvés à 4 acheteurs du même terrain là, 4 propriétaires. Elle a encore vendu à une 4e personne. C'est comme ça, le Nganga, qui était le premier acheteur, quand il vient, il commence à borner son terrain. Ah, il sait que c'est chez lui, il a acheté son terrain, donc il commence à borner.
C'est comme ça. Le couple, les deuxièmes acheteurs là, quand ils viennent aussi, ils trouvent ces bornés. Oh, mais maman Pauline, c'est comment? Ah, mes enfants, les sauts, c'est comme vous voyez là, j'ai pensé à la sécurité de votre terrain. Donc, je vous ai d'abord borné ça parce que les problèmes, c'est pas bien. Oh. Donc, voilà, vous allez seulement me rembourser les petites dépenses que j'ai faites pour borner ça. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Eux, ils ont aussi payé le bornement là. Le petit stagiaire aussi qui vient, il trouve aussi pareil, elle explique. Lui aussi paye aussi le bornement là. Le quatrième acheteur, la même chose. Donc, ils ont même encore payé. Voilà comment un temps, la vie suit son cours. Mais l'histoire finit par péter. Quand l'histoire pète maintenant, c'est chaud. Maman Pauline, elle enlève le corps, comme on dit. En fait, elle disparaît de la circulation. Elle s'exile quelque part. Voilà maintenant, les gens sont derrière elle, tous les acheteurs. Elle est où, maman Pauline? On cherche maintenant maman Pauline. La bangandette, la voyelle, qui a vendu le terrain à 4 personnes. Voilà comment l'histoire s'ébruite. Maintenant, moi, l'histoire se passe devant moi parce que ma mère, elle voulait acheter aussi ce terrain-là. Elle voulait acheter le terrain, mais c'est mon père qui l'avait dissuadé. Que non, on a déjà d'autres terres pour le moment, on n'a pas besoin de ça. On a encore d'autres terres qu'on n'a même pas encore fini de construire. Donc, cet argent, on peut faire autre chose avec. Quand l'histoire s'ébruite, jusqu'à ce qu'on attrape maman Pauline dans sa cachette. Quand on l'attrape maintenant, c'est pas la gendarmerie. Il y avait déjà les plaintes. Donc, le couple, le stagiaire et le quatrième acheteur, les trois là, avaient porté plainte. Longanga, lui, n'avait pas porté plainte. Pour lui, c'était qu'il voulait seulement son argent. C'est comme ça, quand ils ont porté plainte, on a mis la main sur maman Pauline. C'est comme ça, elle va en prison. Elle fait 1 an de prison. Comme c'était une femme forte, grosse, comme on dit. En sortant même après les 1 an de prison, elle avait perdu du poids. Mais ça va, elle avait sa santé. Donc elle revient là chez elle. C'est comme ça Longanga. Lui ne laisse pas. Il revient chez maman Pauline. C'est seulement à base de « Maman, mon argent. Là voilà. Quoi c'est? Je veux mon argent. Ah, dégage! Quel argent? Tu me parles de quoi? Ah bon? C'est comme ça que tu me parles? Et alors? J'ai dit fous le camp de chez moi. Je ne te dois rien. Ou bien, les 1 an de prison que j'ai purgé là, c'est cadeau? Ok, c'est ce qu'on verra. Oui, va. Va encore te plaindre où tu veux. Longanga s'en va. Mais quand il va là, son cœur bouillonne. Il sent qu'il ne laisse pas. Donc il est là, il manage ses potions magiques et tout. C'est comme ça. Il lance maintenant un serpent mystique à maman Pauline. Maman Pauline commence maintenant à faire les maladies. À faire les maladies. Ça commence d'abord par la tête. Oh, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Vraiment des céphalées atroces. Ses parents l'emmènent à l'hôpital là-bas. On fait les radios, on ne voit même rien. On lui prescrit quand même des calmants. Mais quand elle boit, c'est comme si ça s'empirait encore. C'était encore plus dingue. Après un temps, c'est plus la tête. C'est maintenant les pieds. Oh, je n'arrive plus à marcher, mes pieds sont liés. Mes pieds sont liés, détachez-moi, mes pieds sont liés. Donc elle pouvait se mettre debout, mais elle ne pouvait pas marquer un pas. Disant que ses pieds étaient liés. C'était ça. Après un moment, c'était plus les pieds, c'était maintenant le ventre. Là, c'était maintenant la phase finale, la cerise sur le gâteau. Le ventre s'enflait maintenant de jour en jour. Vraiment de jour en jour, son ventre s'enflait. Jusqu'à ce qu'une nuit, ils sont là comme ça dans leur maison. Donc elle est dans sa chambre avec ses enfants. Elle n'avait pas de mari, elle vivait seulement avec ses enfants et ses petits-enfants. Elle est dans sa chambre, les enfants sont là et tout. Ils entendent seulement un bruit. Genre, pouf! Maman Pauline qui s'était carrément éclatée. Son ventre s'était carrément éclaté. Donc quand les enfants courent à la chambre, ils ouvrent. Maman, maman, c'est quoi? Ils trouvent comme ça tous les boyaux de leur mère à terre. Comme ça explosé, comme une bombe. C'est comme ça, les choses se passent. Son corps n'avait même pas été admis dans une pompe funèbre parce qu'elle était dans un état. Les morgues avaient dit que non, ce genre de corps-là, pour traiter ça, c'est compliqué. Comme c'est déjà comme ça, ils ont seulement cherché un cercueil en catimini et tout, faire ce qu'il fallait faire. On l'avait vite enterré. Maintenant, les parents ont vu que non, on ne laisse pas. Parce que notre soeur, notre fille, elle a quand même purgé sa peine. Donc, comment il peut encore lui faire ça? La tuer, lui lancer les missiles? Ah non, 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 on ne va pas laisser. Elle avait déjà payé. Maintenant, pourquoi il a encore fait ça? Il va aussi nous voir. Il va sentir sa douleur. C'est comme ça qu'eux aussi font un retour à l'envoyeur. Donc, les parents de maman Pauline qui est déjà décédée, ils font aussi maintenant le retour à l'envoyeur.
Retour à l'envoyeur, là, ils sont partis voir aussi un ganga puissant. C'est comme ça que, retour à l'envoyeur, là, le ganga en question commence aussi à tomber malade. Il tombe malade, il tombe malade, il tombe malade, jusqu'à il meurt aussi. Donc, vous voyez que c'est encore entraîner la mort de quelqu'un d'autre. Un seul problème de terrain, seulement le terrain. Donc, c'est un peu ça, la triste histoire, la triste fin. Maintenant, pour la moralité de cette histoire, c'est de vous dire premièrement que c'est Dieu qui a établi les lois sur terre. Depuis que le monde est monde, la loi a toujours existé. Il y a certains, comme on entend souvent, en tout cas, c'est pas grave, je remets seulement à Dieu. Il y a d'autres qui se vengent naturellement en allant voir la police ou la gendarmerie, comme l'ont fait les 3 premières victimes. Il y a d'autres aussi qui se vengent mystiquement, comme l'a fait Lunganga, mais qui malheureusement aussi a trouvé plus fort que lui. Donc, dans tous les cas, il y a toujours un retour. Mieux vaut ne pas chercher les problèmes et se contenter du peu qu'on gagne à la survie, à la sueur de notre front. Voilà, c'était un peu ça, l'histoire d'aujourd'hui que je voulais partager avec vous. Hier, j'ai croisé l'un des enfants de maman Pauline en question. Et c'est comme ça que je me suis rappelé de cette histoire que je vais un peu aller la partager avec ma famille sur la chaîne et tout. Donc voilà encore, merci de m'avoir écouté. Ce fut un plaisir. Merci encore à vous. Merci, à très bientôt pour une autre histoire, pour d'autres histoires. À très bientôt. Bisous. Merci pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 7e histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la communauté. Je suis camerounaise et je vais partager mon histoire et mon expérience avec vous dans le but de sensibiliser nos petites sœurs, nos petits frères et également ceux qui ont déjà des enfants d'un certain âge. Bon, bref, et vous interpellez qu'il faut de temps en temps causer avec vos enfants pour les alerter, les pousser à avoir l'esprit éveillé. Bon, moi, je dirais que c'est la grâce de Dieu qui a souvent été avec moi, ce qui fait que j'ai toujours échappé à des choses très bizarres. Bon, mon histoire, c'est quand j'arrive à l'université, dès mon premier mois, le jour où j'aménage, il y a aussi ma voisine qui aménage. Curieusement, on fait la même filière. Et donc, moi, ça me plaît parce que j'aurai quelqu'un avec qui marcher et partager, quoi. Parce que je ne connaissais personne. C'est comme ça que bon, on est toujours ensemble au campus, surtout quand on va en cours et quand on rentre. Mais ces fréquentations ne sont pas les mêmes que les miennes. Parce que moi, j'ai ma catégorie, mon type de personne avec qui je marche. En fait, je ne choisis pas mes amis au hasard. Elle avait une autre catégorie qui n'était pas vraiment de mon style. Ça n'entrait pas dans mes principes et dans dans mon éducation. Ce qui fait que j'avais constaté qu'elle faisait trop de sorties et tout et tout. Du coup, moi, je ne la suivais pas dans ça. Quelques mois après, disons après 2 mois de la rentrée, malheureusement pour elle, elle tombe enceinte. Quand elle tombe enceinte, la grossesse est passée, sans parler de ce qui s'est passé durant la grossesse qu'elle faisait et tout. Bref, elle finit par accoucher d'un mort-né. Quand elle accouche d'un mort-né, quelque temps après, on nous donne les congés intersemestres. Elle va à la maison. Quand elle va à la maison, après les congés, on se retrouve à la rentrée du second semestre. Quand on se retrouve, dans un jour, on est en train de causer, elle me dit que depuis, il faut que je te dise même quelque chose. C'est très important. Je dis que oui, je t'écoute, il s'agit de quoi? Elle me dit, tu vois, comme j'ai accouché d'un mort-né, dernièrement quand j'étais à la maison, maman m'a amené chez un monsieur, un voyant, parce qu'elle disait que c'est pas simple. Je dis que mais attends, c'est quelle histoire ça? Est-ce que tu as besoin de faire ça? Tu remets entre les mains de Dieu. Estime toi-même heureux qu'il n'est pas né, il a respiré, tu es resté avec lui quelques mois après, il est décédé. C'est vrai que c'est pas évident, mais moi je pense que tu dois prendre ça comme ça, remettre entre les mains de Dieu et tu continues, profite du temps que tu as maintenant pour mieux organiser ta vie. Elle me dit que non, tu t'amènes jamais dans ces endroits-là, voir les marabouts. Je dis que même prononcer ce mot-là, ma mère dans nos causeries ne l'a jamais fait. Sincèrement, depuis que je suis née, même dans mon entourage, dans ma famille surtout, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire que je suis allée consulter.
Moi, on m'a toujours, ou juste, disons même, on m'a presque obligé à aller toujours à l'église. Quand parfois il m'arrive de ne pas vouloir aller, on me dit seulement que tu vas partir. Elle me dit que de toutes les façons, il faut souvent faire l'effort de les consulter parce qu'ils disent la vérité. Je dis que, ah, ça c'est ton point de vue. Oui, il s'agit de quoi? Il a parlé de quoi? Elle dit, quand j'étais là-bas, ce qui m'a intrigué, c'est que pendant qu'il travaillait sur moi, il t'a vu. Je dis, mais comment ça? Elle dit, oui, moi-même, ça m'a intrigué, que, mais ça se passe comment? Elle dit que il lui demande que mais tu marches avec une fille là-bas à l'université, tu marches beaucoup avec une fille comme ça, tout le temps, presque tout le temps, tu es avec elle. Elle est très gentille avec toi, elle t'aime beaucoup. Elle dit oui. Et que oui, il faut lui dire que elle doit faire un lavage. Il y a une personne dans sa famille qui a fait un accident, non? Et crois qu'il y a aussi une personne dans sa famille qui a subi une opération. Je lui dis que, bon, mon père, lui, avec l'histoire de fusillade dont il a été victime récemment, et son petit frère qu'on a dû opérer quelque temps avant cette situation-là. Et en plus même, c'est pas mon père biologique, c'est vrai, c'est mon père, mais c'est pas mon père de sang. Pourquoi ce lien-là? Parce que moi, je crois que jamais il y a des liens comme ça quand c'est le sang. Oui, mais bon, elle dit qu'il a demandé qu'il faudrait que la personne qui a été victime d'accident et toi, vous fassiez un lavage, qu'il vous fasse faire un lavage. Et que si vous ne voulez pas que ça vienne de lui, il vous recommande à quelqu'un d'autre. Je lui dis que, maman, ce que toi tu me demandes là, je ne sais pas comment parler de ça à mes parents. Ils diront que je suis venue entrer dans les sectes ici. Elle dit que de toutes les façons, essaie même avec ta mère. Elle saura comment gérer. C'est-à-dire que ma mère, c'est quelqu'un, quand son mari tousse, elle éternue. C'est les mêmes gens. Je n'ai pas d'allié parmi mes parents. De toutes les façons, donc pour l'enlever, pour qu'elle ne m'agace plus avec, je lui ai dit que ok, j'ai compris, je vais voir comment en parler à ma mère. Elle dit d'accord. 2 jours après, elle me demande, tu as fait comment? Je lui dis que je suis en train de réfléchir sur les techniques d'approche. Elle dit ok, fais vite, ne perds pas le temps. Je dis que d'accord, j'ai compris. Laisse-moi un peu de temps. 2 autres jours après, tu as fait comment? Je dis que, gars, c'est fort. Je prends encore, je réfléchis parce que je connais mes gens. Ça n'a même pas duré. 1 semaine après, un matin, quand je me lève, je dis bonjour, tel. Elle ne me répond pas. J'insiste, je dis que, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je dis bonjour, tu m'ignores. Elle me répond malgré elle, avec un peu de snobisme. Genre, elle est comme ça en colère, elle ne veut même pas me voir, quoi. Moi, je prends ça à la légère. Le lendemain, c'est le même scénario. Comme moi, je suis du genre de personne, quand je vis une situation et qu'il m'arrive et qu'il m'arrive qu'il faille que je prenne une décision, je me donne, donc j'ai 3 essais, disons comme ça. Donc je lui ai dit bonjour, 1, 2, 3. À la 3e fois, quand elle a fait pareil, j'ai dit ok, c'est bon, moi je te salue plus, je te calcule plus. Mais sauf que j'avais constaté que pendant cette période-là, non seulement elle m'adressait plus la parole, j'avais constaté qu'elle a commencé à me saboter dans la cité. À aller raconter des balivernes aux voisines avec qui on s'entendait. On avait l'habitude de traîner ensemble. Mais elle était un peu comme ma confidente et presque mon amie par rapport aux autres. Mais elle a pris sur elle d'aller commencer justement à faire. Il faut un peu, tu as ton ami avec qui vous faites parfois même les petits congossas sur les autres et tout et tout. Mais pas des choses de méchants quoi. Mais des petits congossas là. Mais c'est elle qui prend encore et commence à aller salir mon image auprès des autres. Je me suis rendu compte de ça. Et chose curieuse encore, c'est que cette même période, j'ai commencé à faire des cauchemars. Premier cauchemar, j'ai dit ok. Donc l'histoire, s'il faut recommencer, les couches de nuit. Parce que c'est un truc que j'ai d'abord combattu quand j'étais au collège. Avec les prières, c'est passé. Mais ça a recommencé là-bas et que non, c'est pas simple. La première nuit, j'ai laissé. J'ai fait ma prière. La nuit qui suivait, j'ai quand même bien dormi. Une autre nuit, je dors. Et j'avais remarqué que quand je rêve que le décor de l'endroit où je suis en train de dormir est le même que dans mon rêve. Le vêtement que j'ai est le même. La position est la même. La position que j'ai prise pour me coucher est la même. J'ai constaté que quand je fais ce genre de rêve, ça veut dire que je suis en train de vivre vraiment, je suis en train de subir ces attaques-là.
Et c'est ce qui donc avait attiré mon attention. Non seulement les couches de nuit, et c'est le même décor que je vois dans le rêve et tout. Rien ne changeait dans le décor de ma chambre. C'était ma chambre, c'était mon lit, c'était les mêmes draps, les mêmes habits que j'avais, la même position que j'ai quand je me couchais. Le deuxième rêve, c'est déjà, je suis couchée, je rêve que je suis sur le lit avec l'un des grands artistes du R&B, Jay-Z. Un artiste que sincèrement, je n'ai même jamais apprécié. Mais curieusement, je me retrouve avec lui dans ma chambre, sur mon lit, au point où je suis en train de céder à un débat sexuel avec lui. Mince. Et au moment où, pendant qu'on est dans les préliminaires, au moment où il est en train de vouloir me pénétrer, excusez-moi l'expression, mais je me dois vraiment d'être assez explicite. Au moment où il est en train de vouloir me pénétrer, il se transforme en un démon. Les cônes, le visage change, ça prend la forme d'un animal extrêmement rare. En tout cas, les animaux démoniaques comme on souvent au niveau dans certains magazines, je ne sais pas trop quoi. Les cônes, la queue, les pattes. Merde. Je saute, je me réveille. Je suis toute tremblante. Je supporte, j'attends le matin, j'appelle mon oncle. J'avais un oncle qui était pasteur à l'église dans la ville où j'étais. Je lui dis que, papa, je suis en train de faire des rêves terribles ces derniers temps. Ce n'est pas bon. Parce que quelque chose me dit qu'il y a un truc qui ne va pas. Il me dit qu'ok, voilà tel passage biblique. Tu lis, tu pries, tu te couches. Chose que j'ai faite la nuit suivante. J'ai bien dormi. La nuit d'après, aïe aïe aïe, c'était le grand frère. Je me couche, je fais ma prière, je me couche. Là, j'étais couché de dos. Pendant que je suis couché, je suis déjà endormi. Hein. Mais dans le sommeil, dans mon rêve, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un à ma porte. Je tourne la face. Je demande c'est qui. Personne ne répond, mais je vois un monsieur entrer, un visage que je ne connais pas. Je dis, mais vous c'est qui? Il entre là, tout ragaillardi, il tire ma chaise qui était au niveau de mon bureau, ma table d'études là. Il la place face à moi. Moi, j'étais couché sur le lit. Il s'assoit face à moi d'un regard menaçant. Je sens que je suis en danger. Mais je prends courage. Quand je vais me redresser, je constate que je suis paralysée. L'histoire, c'est... Quand je vais ouvrir ma bouche encore pour parler, je constate que je ne peux pas parler. Ma langue est attachée. D'accord. Et que bon, à l'heure-ci là, je ne peux même pas trop paniquer. Je dois seulement faire quelque chose. C'est comme ça que je prends courage. Je commence à évoquer le nom de Jésus dans mon cœur. Parce que je me suis dit, si je le fais, c'est qu'il est sûr, il va se rendre compte et ça va le chasser. Et justement, il s'en est rendu compte. Quand il voit que je persiste donc, il voit qu'au fur et à mesure que j'insiste, ma voix est en train de vouloir revenir. Il se lève, il monte sur moi pour m'oppresser. Il commence à m'oppresser au niveau de la poitrine pour m'étouffer. Moi aussi, j'insiste en voulant ouvrir ma bouche. Mais je sens ma langue enrôlée. J'insiste en ouvrant ma bouche. Le nom de Jésus était déjà en train de presque sortir. C'est comme ça qu'il descend sur moi. Il va de l'autre côté. Donc, il prend la direction en allant vers ma douche en me disant, tu penses que tu as gagné. Ça ne va pas se passer comme ça. Il disparaît. Je vous jure, je me suis réveillée en transe. Je transpirais, je tremblais. Mon cœur battait à un rythme où je n'avais jamais vécu ça. C'est vrai que je me rappelle que quand j'étais encore plus ado, je vivais souvent parfois la paralysie du sommeil, mais ce n'était pas cette façon-là. Cette fois, c'était plus violent. C'est comme ça que quand je me lève, il est 3 heures du matin quand je regarde l'heure. Je prends peur, je dis que si j'ouvre même ma porte ici pour crier, pour appeler quelqu'un, si la personne est même devant ma porte et m'attend, ou bien en train de faire les incantations, je fais comment? En tout cas, je prends courage, je prends ma Bible, je commence à lire le psaume 91. J'ai lu ça, je lis ça, je récite le Notre Père. Je lis, je récite le Notre Père. Je lis, je le... Jusqu'à 5 heures. Le sommeil m'a pris, je me suis assouplie. À 6 heures, je me suis réveillée.
Je suis allée chez mon oncle. En fait, je l'ai appelé, j'ai dit que je ne peux pas dormir aujourd'hui sans te voir. Parce que ce que j'ai vécu cette nuit-là, c'est grave. C'est comme ça que je suis partie. On a fait 3 jours de séance de prière. Donc, tous les après-midi, je partais. Il priait sur moi. Il imposait les mains. Il me frottait l'huile d'onction. Il me donnait des prières à faire encore après, avant de me coucher. Et tout. C'est ce que je faisais jusqu'à ce que cet esprit-là me lâche. Que je recommence à avoir un sommeil paisible. Je vous assure que pendant toute cette période, elle a fait plus d'1 mois. Elle ne m'adressait pas la parole. La fille-là ne m'adressait pas la parole. Plus d'1 mois. C'était devenu comme chien. Donc, genre, tu lui demandes, si on lui demandait réellement ce que je lui ai fait, elle ne pouvait pas dire. Elle ne pouvait pas dire, justifier son attitude. C'est là où moi, ça m'a intrigué plus tard. J'ai dit que merde, ça c'est pas simple. Ce sont les choses qu'on me raconte souvent et je viens vivre ça. La fille, si a dû amener mon nom, elle a dû amener mon nom. Et plus tard, comme moi, je m'informe beaucoup, je me documente beaucoup sur les trucs spirituels, j'ai compris que, étant même déjà encore là-bas, enfin, j'avais compris qu'elle voulait faire un échange d'énergie, un échange d'étoiles. C'est ce qui était en train de, c'est ce qu'elle voulait faire en fait, parce que justement, ce qui m'avait plus alerté par rapport à ça, à cette conclusion-là, c'est parce que j'avais constaté que elle était toujours en train de faire trop de comparaisons entre sa vie et la mienne. J'ai plus de vêtements que toi, j'ai plus de chaussures que toi, mon mec est plus mignon, plus chaud que le tien, mes amis sont plus stylés que les tiens parce que tu as trop les amis bizarres, des trucs comme ça, des bêtes comparaisons. Ou bien parfois c'est que je t'ai gagné à telle matière ou bien je suis plus intelligente que toi. Je dis que mais attends, si toi ta vie se limite à ce genre de choses, vraiment ça veut dire que tu n'as rien dans la tête. Tu n'as rien dans la tête, ça veut dire que tu es, je sais pas, je m'abstenais beaucoup pour ne pas l'insulter. Et c'est le genre de fille qui n'avait même pas vraiment assez de moyens et était toujours en train de vouloir avoir ce qui la dépasse. Vu que moi, je ne la suivais pas souvent dans ces choses, dans cette façon de vivre là, ça créait des problèmes entre elle et moi. Parce que quand peut-être elle me dit, allons faire si, je dis que non, maman, pardon. Je sais comment moi je suis venue ici. Je ne suis pas venue ici faire le suivisme moutonnier. Si toi tu vois que tu peux t'en sortir, vas-y faire. Moi je ne peux pas moi. Ce qui fait qu'il y a même un moment, la belle dame a même mangé une tranche de sa pension. Hein. J'ai su ça quand ça avait déjà cuit sur elle. J'ai dit que voilà, tu vois toujours les autres, tu peux faire. Maintenant tu vas appeler, est-ce que tu pourras avoir le courage d'appeler tes parents pour leur expliquer ce que tu es en train de vivre. Quand moi je dis que je ne fais pas, vous êtes les premiers à me juger ici là. Je veux trop montrer que je me soucie des parents, je veux trop montrer que j'ai vécu une certaine vie avant pour vous sensibiliser. Pardon. Donc c'est autant de choses qui m'ont alerté, qui ont fait en sorte que je comprenne un peu parce que justement elle était très envieuse et très jalouse. Du coup, à partir de ce jour, j'ai commencé à beaucoup me méfier d'elle, à faire très attention à mon entourage, surtout quand une personne commence à devenir envieuse, à trop apprécier ce que tu as ou bien à faire des comparaisons. Il faut beaucoup s'en méfier. Même nous qui sommes déjà adultes là dans notre entourage, il faudrait qu'on fasse très attention avec ce genre de personnes. Donc, nos petits frères qui vont à l'université, même nos enfants que nous avons à la maison, on doit commencer à leur inculquer ces valeurs-là, de ne pas envier, de se contenter de ce qu'il a, de ne pas suivre les amitiés, de ne pas se laisser influencer. Voilà, voici aussi quelque chose. L'influence, il faut faire très attention. Donc ça c'est un peu mon histoire et je tenais vraiment à partager ça avec vous. Parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui là, ça devient davantage. Donc tous les jours, on élève les niveaux. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous une fois de plus. Merci et beaucoup de courage DMG. Et j'encourage également à beaucoup de personnes de sensibiliser davantage, de liker, de partager, de commenter. Bonne soirée et bonne journée à vous tous. Merci pour l'histoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez, abonnez-vous. On se prend demain à 12h pour une nouvelle vidéo.